Bonsoir à tous, une annonce vous concernant, Laurent Fent avec vous. Sachez que je vous propose un atelier conférence qui aura lieu le lundi 7 avril. Cet atelier conférence aura lieu dans les locaux de la radio, au 8 rue Violet, dans le 15e arrondissement à Paris, métro Mode-Piquet-Grenelle ou Duplex. La thématique que je souhaite aborder avec vous, qu'est-ce que l'ego? Comment l'appréhender et l'apprivoiser? L'atelier conférence commence à 20h, finira à 22h30. L'ouverture des portes se fait à 19h45. Et je vous rappelle qu'une participation de 10 € vous sera demandée, qui reviendront à la radio. Je vous donne rendez-vous donc le lundi 7 avril pour cet atelier conférence avec cette thématique « Qu'est-ce que l'ego? Comment l'appréhender et l'apprivoiser ?» Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2 Paris, c'est Cyberculture aujourd'hui, et on va parler, j'ai une revue de presse avec quelques articles à débattre, bien sûr, j'aurai l'antenne au premier quart d'heure, dans les 20 minutes qui vont suivre le début de l'émission. On parlera de CSA et d'Adopi, oui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un peu tendu, de neutralité du web, de Bitcoin, de droit à l'image, de DNS, de chiffrement, d'écologie, de smartphone et de téléphone, de Google Glass, de créer son propre data center au pied de chez soi. Peut-être c'est possible aujourd'hui, de piratage d'objets connectés, oui, c'est ça. On parlera aussi de e-boycott, oui, ça peut exister aussi. Le réseau, on parlera de réseau social et d'insolite hacking et de nanotechnologie, tout en passant par ma catégorie de dernière minute, les bonnes blagues sur cyberculture avec William, et on se retrouve tout de suite après ça. Et je vous rappelle que nous avons notre chat qui est ouvert dès à présent sur chat.rim952.fr.
Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture aujourd'hui avec William. Je vous rappelle que nous avons un chat qui est ouvert de 14h à 18h. Il n'y a pas de règle, vous mettez le nom de l'utilisateur, ou le mot de passe, ou le pseudonyme, excusez-moi, le nickname, le pseudonyme que vous avez toujours voulu avoir. Et si vous n'avez pas d'idée, ça peut appuyer simplement sur connexion, juste une seule adresse, un chat.rim952.fr. Et bien sûr, vous pouvez y accéder à partir de notre site internet www.ici-et-maintenant.com pour retrouver l'ensemble de l'univers de notre radio, pour télécharger nos podcasts de nos différentes émissions et intervenants au fur et à mesure de la semaine et des mois sur notre radio. Donc bonjour à vous, les chatteurs, les sensors, les Capitaine Flamme, les Patrice, les Wikamax, les Nelfi, les RP, les LK, A14 et Zygote et les autres Amiga 1200 qui est toujours au rendez-vous. Donc Capitaine Flamme dit: j'ai traversé la galaxie pour écouter l'émission Cyberculture aujourd'hui avec William sur radio ici et maintenant. Je vous rappelle que nous avons aussi notre télévision expérimentale Time, accessible à partir de notre site internet www.ici-et-maintenant.com pour nous regarder en direct. Il y a la vidéo pour voir ce qui se passe, les interactions qui peuvent se passer de temps en temps. Oui, ça peut arriver, on peut faire des interactions en vous montrant des différentes animations, vidéos et médias. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une revue de presse, une sélection que je vous ai fait, une revue de presse informatique bien sûr, et on va décortiquer tout ça de 14h jusqu'à 15h30. J'ouvrirai bien sûr l'antenne pour que vous puissiez réagir sur les différents articles. Je vous rappelle qu'à 15h30, vous retrouvez normalement Olivier, toujours fidèle au poste. Je penserai à remonter son siège, qui vous présentera avec bonheur et chaleur l'émission Hotline, qui permet entre autres de répondre à vos questions sur le fait que vous ne comprenez rien à l'informatique et qu'il y a un gros bug, une dimension parallèle qui vient de s'ouvrir sur votre Word, et on vous fera peut-être passer sur OpenOffice. Bien, bonne question, est-ce que Capitaine Flamme est sous Linux ? Ouais, Capitaine Flamme, bien sûr, du chat, c'est à voir. Et on parle Linux, on aime bien parler Linux, c'est open source, c'est sûr, et c'est sympa. Revenons à nos moutons d'ici quelques instants, le temps d'une petite fraction de MIPS. Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines. Et ouais. Si vous voulez changer de jingle, vous êtes les bienvenus. Une seule adresse, cyberculture952@gmail.com, cyberculture952@gmail.com. Promis, dans les semaines qui vont arriver ou dans le mois qui va arriver, je vais avoir le nom de domaine normalement dédié à une adresse email. Et en cas ça, on va pas psychoter en disant que la NSA nous simplement fait les poches de mes emails sur mon Gmail. Alors revenons à cette revue de presse. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est un premier article. Pourquoi le CSA sera bien pire que Adopi. Donc, c'est un article qui est tiré de numerama.com. Donc, rappelons-le, bien sûr, le but d'Adopi, c'était de freiner et de sanctionner les méchants utilisateurs sur Internet qui téléchargeaient des fichiers illégaux, donc des musiques en format MP3, des films et toute forme d'illégalité sur la protection des droits d'auteur. Donc aujourd'hui, bien sûr, il faut protéger les droits d'auteur. Je vais dans ce sens. Mais toutefois, aujourd'hui, comme vous le savez, le CSA va reprendre le flambeau de l'Adopi. Donc pourquoi le CSA sera bien pire que la Adopi? Donc le projet de loi création confiera donc au CSA la possibilité de lister et de réguler les moyens de filtrage que les FAI, donc les fournisseurs d'accès à Internet, devront proposer à leurs abonnés, voire imposer par défaut sur leur réseau et sur nos connexions, ça va de soi. Nous le répétons désormais depuis 3 ans, depuis que nous avons appliqué pour la première fois dans un climat où la détestation de l'Adopi était encore très forte. Pourquoi la jeune autorité administrative de lutte contre le piratage pouvait paradoxalement devenir un allié de circonstance pour la protection de liberté sur Internet. À l'époque, notre théorie, qui faisait du CSA un adversaire bien plus dangereux que la haute autorité, pouvait encore faire sourire. Elle est désormais plus que jamais proche de la réalité. Samedi,
BFM Business a publié le grande ligne de ce que contiendrait le projet de loi création préparé par Aurélie Filippetti, qui accorde un très large place au CSA dans la régulation du web. Or, comme nous l'avions prévu en 2011, l'un des objectifs de la loi est bien de donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel le moyen de réguler le web en utilisant les redoutables outils de filtrage dans lesquels l'Hadopi a toujours refusé de mettre la main dans le cambouis. Bon, c'est moi qui rajoute le cambouis. La main aux outils de filtrage. Donc depuis 2004, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, donc le LCEN, prévoit en sorte avec son article 6 que les FAI doivent informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner en leur proposant au moins un de ces moyens. Donc en 2009, la loi Hadopi est venue ajouter le fait que les opérateurs télécoms doivent proposer à leurs abonnés au moins un des moyens de filtrage figurant sur la liste des moyens de sécurisation que l'Hadopi est censé établir en vertu de l'article L331-26 du Code de la propriété intellectuelle. En clair, l'administration a le devoir de dire aux FAI, donc aux fournisseurs d'accès Internet, que les outils de filtrage, ils doivent donc proposer à leurs abonnés et de réguler la façon dont ces outils doivent fonctionner, notamment quels sites, contenus ou applications doivent-ils interdire. Donc cependant, quitte à trahir le droit qui l'oblige à labelliser le moyen de sécurisation, la haute autorité s'est toujours refusée à mettre en œuvre cette dispositif donc, législatif par crainte des effets de bord. Même si elle a lancé des travaux d'élaboration des critères techniques à prendre en compte, elle a rapidement abandonné et reconnaît désormais volontiers qu'elle n'établira jamais le moindre liste d'outils de filtrage. Mais la loi de création d'Aurélie Filippetti prévoit de supprimer l'Hadopi et de confier ses pouvoirs au CSA qui n'a pas cette timidité. Bien au contraire, dès le début de l'année 2011, le CSA avait dit et a souhaité donc s'imposer et imposer le blocage de sites non labellisés par le CSA. Donc sa ligne n'a jamais donc varié d'un iota donc depuis, malgré un changement de présidence. Alors que l'Hadopi s'y refusait, le CSA sauterait à pieds joints sur la possibilité de réguler les outils de filtrage et d'imposer la liste aux FAI. Elle le fera non seulement pour les luttes contre le piratage, mais aussi pour toute une série de régulations sociétales et économiques dont elle s'estime investie. Donc selon BFM Business, le projet de loi de création disposerait ainsi que le CSA veille sur le web. Entre parenthèses, au respect par le service audiovisuel de la protection de l'enfance et de l'adolescence, de la dignité et de la personne humaine et de l'interdiction de l'incitation à la haine et à la violence pour la raison de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité. Donc la définition de service audiovisuel sera elle-même élargie pour s'appliquer à des sites internet comme YouTube ou Dailymotion de façon à atteindre les vidéos personnelles. Or là, la loi Hadopi condamne le fait que l'abonné ne peut pas avoir mis en place un moyen de sécurisation. Le SASA et la loi de création pourraient renverser la logique en imposant un filtrage par défaut au niveau des fournisseurs d'accès à Internet, comme c'est le cas en Grande-Bretagne aujourd'hui. Donc l'abonné qui décide de demander la désactivation du filtrage pourra être fiché en tant que tel et risquerait d'être jugé coupable de négligence caractérisée. Il est ainsi donc démontré facilement qu'il a demandé à s'affranchir des mesures de protection qui lui proposait l'État à travers ses opérateurs télécoms. C'est donc la censure qui deviendra la norme et la liberté qui deviendra la défiance surveillée et traquée. Qu'est-ce que vous en pensez déjà sur le chat? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je lis cet article, ça me fait un peu peur. Là, ça me fait un peu peur. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez votre blog, vous avez peut-être votre nom de domaine, vous avez votre nom de domaine. Je vous rappelle ce que c'est qu'un nom de domaine. C'est le fait, aujourd'hui, par exemple, www.icietmaintenant.com est un nom de domaine. Ce nom de domaine va permettre d'héberger du contenu. Aujourd'hui, c'est possible que vous avez besoin d'avoir votre site personnel. Un site personnel, par exemple, www, vous voulez parler, on va dire, de fleurs, vous voulez parler par exemple, vous voulez parler de fleurs, comment faire élever des fleurs, etc., etc. Vous voulez faire un site là-dessus sur des fleurs, vous allez trouver un hébergeur en France. Je ne vais pas donner d'exemple forcément d'hébergeur, mais derrière cet hébergeur-là va vous permettre d'héberger ce contenu. Donc quand on lit ce texte, quelque part on se dit, si le FAI derrière ça, il filtre les sites et qu'on est obligé d'être labellisé, donc avoir un logo CSA sur son site internet, c'est vrai que quelque part, je le tire un peu par les cheveux cette histoire, mais il
ils essaient de cibler aussi les vidéos personnelles qu'on met sur YouTube, sur Dailymotion, sur d'autres réseaux de vidéos communautaires. Alors, si ça va sur les vidéos, je vois pas pourquoi ça n'irait pas sur nos propres blogs personnels. Là, je parle pas de Facebook, hein, mais sur nos propres blogs ou sur les réseaux sociaux. Hein. Je parle de son nom de site internet. C'est la folie. Donc, on va s'héberger à l'étranger. Ça va être comme ça. Mais bon, il y a toujours ce fameux filtrage. Et si on coupe ce fameux filtrage derrière, comme on l'a bien vu dans cet article, on sera mal vu. Notre adresse IP, on veut tout de suite la CSA, s'il a besoin de nous taper sur le doigt, il va demander les informations. Bien sûr, si on a fait quelque chose de pas forcément trop légal. Qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Radio ici maintenant, 14h, 15h30, cyberculture, émission. Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Je pense que je vais changer de clavier parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Excusez-moi d'avoir coupé la musique. Donc on était sur notre article sur le CSA et la reprise du flambeau de l'Hadopi. Et bien sûr, comme on dit, le CSA ne va pas aller par quatre chemins et va donc déclencher ces fameux filtrages dans pas longtemps. Ça n'a pas été forcément déterminé chez nos fournisseurs d'accès à Internet. Et on ne pourra pas aller n'importe où maintenant sur les sites qui ne sont pas forcément labellisés et bien sûr derrière qui sont censés être, contrôlés par le CSA comme YouTube par exemple ou Dailymotion qui ne sera pas forcément un blocage pour les pages officielles des pages officielles d'entreprises de cinéma, mais pour nous, en tant qu'utilisateurs qui faisons et qui élaborons des vidéos, on pourra plus faire on ne pourra plus avoir un spectre de liberté parce que quelque part on va rentrer dans un contexte d'articles et de bons comportements pour rentrer dans ce que demande le CSA. Attention, il faut le prendre
pas au pied de la lettre forcément, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que d'un autre côté, je me dis, ok, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand quelqu'un fait une bêtise sur une vidéo, elle est dépubliée très rapidement, quand même, sur Dailymotion, qui est une entreprise française. YouTube est quand même réactif, Google est réactif, Google a des outils de déréférencement aujourd'hui, et même propose ces outils de déréférencement pour pousser ces fameux sites illégaux vers l'extérieur pour qu'ils ne soient plus visibles et même sont désactivés. On a bien vu le pouvoir même des États-Unis à l'époque avec Mega Upload qui a pu snapper, qui a pu shooter, qui a pu buster, on dit en anglais buster, qui a pu arrêter rapidement ce nom de domaine en le coupant à la racine. Donc quelque part, il y a un certain pouvoir. On a quand même un certain pouvoir d'arrêt. On peut arrêter des gens. Des gens qui publient des sites internet aujourd'hui, on est capable de savoir qui est derrière. Après, si la personne elle a utilisé du proxy, elle a rebondi, elle s'est cachée parce qu'elle est passée par plusieurs pays pour pouvoir éditer, bon ça c'est une autre problématique. Mais aujourd'hui on a quand même ce pouvoir de retrouver qui fait quoi. Faut laisser une certaine liberté. Une certaine liberté aux gens. Après, oui, effectivement, si la personne elle met du contenu illégal, voilà, on va la retrouver, elle va se faire taper sur les doigts, il y aura ce qu'il y aura derrière tout le process. Mais d'un autre côté, labelliser, c'est comme si on interdisait ou pour nous, en tant qu'individu, d'avoir son propre site, d'avoir ses propres vidéos. Bon, après, c'est clair que s'il y a certaines vidéos sur Internet, elles sont pas forcément glorieuses, mais il y en a d'autres qui sont sympas. Il y a des courts-métrages qui sont rigolos. Voilà, dès qu'à un moment donné, on va peut-être déformer une image de marque, mais sans être trop méchant, voilà, on va dire, mais non, mais c'est pas bien. Bon, il y a beaucoup de questions qui se posent derrière. Je pense que ça n'a pas trop l'air de vous faire réagir, vous qui écoutez la radio, hein, sur le chat, vous pouvez réagir là-dessus. Je sais pas, moi je suis sur internet, je surfe et imaginez-vous du jour au lendemain, vos sites préférés, attention, hormis les sites illégaux, mais vos sites préférés qui peut parler un petit peu d'une marque ou pas forcément qui propose du téléchargement illégal, faut pas voir ça comme ça, mais imaginez-vous pas, c'est obligé d'être labellisé. Après je peux comprendre les sites adultes, il faut les labelliser, peut-être aussi, il faut les filtrer. Aujourd'hui Google a quand même mis en place des solutions qui permettent de bien filtrer pour faire du contrôle parental. Après, il y a des logiciels pour le contrôle parental, mais c'est clair qu'un gamin, il s'en fout s'il a le label CSA et que c'est marqué interdit, ce site est interdit. Déjà, il faut s'accrocher pour savoir que le contenu est interdit au moins de 10 ans ou au moins de 12 ans. Ça va être un travail, sur le filtrage. Donc, c'est à voir là-dessus. Oui, c'est à voir. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Je vous relance encore la baguette. Qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20, et petite dédicace à Sensor qui est là, il va bien aimer. 08 92 23 95 20.
Cyberculture. Aujourd'hui, vous prenez l'émission en cours, on est sur une revue de presse. Je vous rappelle le principe de Cyberculture. De temps en temps, bien sûr, on a des invités de prestige. On peut inviter Mozilla et autres spécialistes dans ce domaine pour vous faire découvrir l'informatique de manière simple et vulgarisée, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde informatique, c'est comme ça, mais on aime bien être geek, mais tout en étant dans un partage de connaissances vis-à-vis de ce qui se passe de jour en jour dans notre univers, parce que dans les lois, on voit bien avec les limitations, avec le Parlement européen, c'est sur un article que je vais aborder d'ici quelques instants à propos de la discussion sur la neutralité du net qui est sauvée en Europe. Ça va être un paradoxe par rapport à l'article que j'ai pu lire auparavant sur les filtres, et on en reparlera bien sûr. Je vous rappelle, dès 15h30, on retrouvera Olivier, normalement, s'il est là. Et on a écouté juste à l'instant, pour vous rappeler, Leonard Nimoy, Highly Illogical, donc la musique préférée de Sensor. J'ai un peu l'impression que ça doit être moi qui dois le passer, je dois être le seul animateur radio qui le passe le samedi sur les fréquences parisiennes, moi même le seul de tout l'univers. Et c'est même à un moment donné dans les paroles, j'ai l'impression qu'il parle d'Olicat. Olicat qui est aussi le pseudo d'Olivier avec la hotline. Donc il y a un chat.rim952.fr, chat.rim952.fr qui est ouvert, il n'y a pas de règle, vous mettez le nom d'utilisateur que vous avez toujours voulu avoir. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le chat ? Là, c'est plus dans le délire de 1984. Oui, effectivement, on rentre un petit peu plus dans le délire de 1984 avec ces filtrages, etc. Après, les filtres, vous savez, c'est pour un fournisseur d'accès, il peut mettre des filtres assez rapidement. Il peut mettre des filtres. Le principe de filtre, c'est quoi ? Ça va pas être, comme on a pu voir, juste coupé par rapport au serveur DNS. Je vous rappelle ce que c'est qu'un serveur DNS. C'est quand vous tapez, donc c'est un serveur de nom. C'est son nom en français. Lorsque vous tapez une URL, donc dans votre navigateur, vous tapez par exemple www.lesfleursvertes.com, quand vous avez tapé ça va aller vérifier chez votre fournisseur d'accès qui va vous redonner l'adresse numérique du site internet, donc sous forme de 212 point quelque chose. Donc derrière, le fournisseur d'accès derrière peut mettre des filtres. Il va mettre des filtres en disant si cette adresse-là par exemple est appelée, je vais couper. Elle n'est pas autorisée, elle est dans ma liste noire. La liste noire qui a été définie par l'organisme X ou Y. C'est un petit peu ce que fait aujourd'hui en Chine chez les fournisseurs d'accès Internet pour filtrer les accès. Donc après, il y a le côté DNS. Après, il y a des petits malins qui vont utiliser leur propre serveur DNS ou les DNS de Google aujourd'hui, le fameux 8.8.8.8. Derrière, ça va résoudre et on va pouvoir y aller. Mais derrière, si cette adresse-là, l'adresse IP, on l'appelle ainsi adresse IP, l'adresse numérique, est connue et coupée, on va dire droppée, parce qu'en anglais on appelle ça dropper et coupée par le fournisseur d'accès à Internet, si vous n'avez pas une solution autre alternative, vous ne pourrez pas aller sur ce site Internet tout simplement. Après, les solutions alternatives, on les connaît, les spécialistes les connaissent, ça va être des solutions de réseaux dits privés virtuels. Donc ces réseaux privés virtuels vont vous permettre de vous connecter, par exemple, dans un pays qui vous autorise, avec une neutralité du net à 100%, à surfer où vous voulez. Ça veut dire dans le web visible et dans le web invisible. Donc ça... On rentrera un peu plus dans les détails derrière. Après, c'est sûr que vous devez replaquer derrière un billet de 20 euros par mois pour accéder à ce genre de service. Bon, là je dis 20 euros, mais c'est peut-être 5 euros supplémentaires. Donc vous pourrez avoir une adresse IP, par exemple russe, une adresse IP ukrainienne, une adresse IP israélienne si vous voulez, une adresse IP brésilienne, une adresse IP sur une île offshore, une forte possibilité de pouvoir surfer où vous voulez. Donc il y a toujours des solutions alternatives à cela. Donc
Attention, je ne protège pas le fait de télécharger des fichiers illégaux. C'est simplement, à un moment donné, j'ai un peu peur, moi, dans cette situation, dans l'article que j'ai lu tout à l'heure sur le remplacement de l'Hadopi par le CSA, qu'on va regrouper d'un bloc et on va pas se prendre la tête en disant, voilà, on s'en fout, on va pas chercher à comprendre, on va pas regarder toutes les vidéos, ils rentrent pas dans notre cadre, ils ont pas le label et leurs vidéos, elles n'ont pas à apparaître comme ça. C'est ça qui fait peur derrière. Donc revenons un petit peu à nos moutons, chers chatteurs et chers auditeurs. Là, c'est un peu du charriage. Donc on va parler de la neutralité du net sauvée en Europe. Donc le Parlement européen a adopté un texte incluant des amendements défendant un Internet ouvert et sans discrimination du trafic. Donc un pas capital avant d'autres échéances législatives. Donc tout le monde peut respirer après des mois de bras de fer et de lobbying de l'industrie télécom. Donc les eurodéputés ont voté un texte important pour sauver l'Internet tel que nous le connaissons. Aujourd'hui, jeudi, le Parlement a adopté le règlement sur le marché unique des télécommunications, y compris des amendements garantissant que le fournisseur d'accès à Internet, donc le FAI, ne puisse plus bloquer ou ralentir les services Internet de leurs concurrents. Donc parallèlement, ils ont également mis aux frais donc exorbitants du roaming quand on téléphone vers un autre pays européen. Ça, on l'abordera tout à l'heure dans un autre article. Donc la Quadrature du Net, une organisation qui milite pour défendre cette neutralité, a salué un grand pas en avant pour l'Internet libre. Donc les FAI pourront toujours proposer des services spécialisés aux utilisateurs tels que la vidéo à la demande ou la conservation des données en nuage, mais seulement s'ils ne portent pas atteinte à la disponibilité ou à la qualité des services d'accès à l'Internet proposés par d'autres entreprises ou services. Donc des amendements sauvant donc ces fameux textes. Donc à l'origine, le texte de la commissaire européenne Neelie Kroes avait été donc critiqué par de nombreuses associations, mais des amendements déposés par le groupe socio-démocrate Verts, Gauche Unitaire et libéraux ont permis de renforcer le principe de non-discrimination. Donc ce dernier vise en exemple à empêcher un FAI de ralentir YouTube ou BitTorrent. Donc la Quadrature du Net félicite notamment l'engagement de l'eurodéputée socialiste français Catherine Trautmann. Donc l'organisation avertit toutefois que le combat n'est pas terminé. C'est désormais au Conseil de l'Union européenne de prononcer sur un rapport d'orientation du 5 au 6 juin prochain. Ça, c'est assez intéressant comme article, parce que lorsque j'ai lu l'article d'avant sur le remplacement de l'Hadopi, vu qu'il y a quand même le Parlement européen qui vote une loi, je ne sais pas comment ils vont faire. Il faudrait peut-être faire plus on va dire, de la communication pour empêcher le piratage que de la répression. Mais là, on rentre on rentre quelque part dans un paradoxe de loi. Donc d'un côté, il y a de l'action de répression, de l'autre côté, on dit sur le Parlement européen, c'est bon, on va arrêter de filtrer, etc., etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous le redemande encore une fois, parce que j'ai l'impression que ça vous choque pas qu'on arrive, qu'on vous propose de vous couper les vannes, quelque part, de vous couper votre data, de le filtrer, vous pouvez pas aller où vous voulez, voilà, vous êtes cadré, mais de l'autre côté, il y a le Parlement européen qui fait une proposition de neutralité de l'Internet. 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, je suis avec Jean Bernard. Salut à toi, Jean Bernard. Salut à toi, William. Toujours un plaisir de t'entendre et puis ça m'a fait plaisir, Léonard. Moi, c'est vrai qu'il y a que toi qui le passe, mais c'est sympa. Il va peut-être venir à une émission, un de ces quatre. S'il arrive sur Paris, il fait maintenant, il y a ma musique. Vous allez voir la Cyberculture. Non, mais ça fait plaisir. J'aime bien. Et ouais, non, moi je voulais te dire, j'avais été sur le chat du CE parce que je dis tiens, je vais faire une petite sieste, mais j'aime bien écouter Rim, hein, tu sais. Et j'ai ce problème-là de pas accéder là où je veux aller, quand je veux aller, à des sites que j'ai l'habitude d'aller où j'avais aucun souci. Un site que je fréquentais, je l'ai mis sur le chat vite fait, mais après j'ai déconnecté. Mais j'allais sur Info Libre assez régulièrement et j'utilise vraiment le lambda classique, tu sais, Internet Explorer, enfin pas de version Debian ou des choses comme ça, là, vraiment le Windows classique, un 7. Et puis, je me suis aperçu que quand je voulais aller sur Info Libre, ça passait pas par Internet Explorer. Par contre, quand j'utilisais Firefox, là, j'avais accès. Donc, je me dis, bien, là, il se passe quelque chose d'anormal sur ma bécane. Comment ça se fait? Alors, bien sûr, moi, je fais cette démarche de recherche que beaucoup de gens ne font pas. Tu sais, bon, ça marche pas. Ils se disent, le site, il est en panne ou c'est le serveur. Et en fait, non. T'as pas accès parce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche d'avoir accès. Et voilà. Donc ça existe, même en France, faut pas aller chercher la Chine ou etc. quoi. Moi, je pense que même en France, il y a des choses qui sont pas claires dans les fournisseurs d'accès, des choses comme ça. Comme récemment, on a vu avec les portables. Donc c'était, si je dis pas de bêtises, c'était Samsung Galaxy qui était verrouillé avec une porte d'entrée malsaine. Par exemple, C'est les Android en général. Ouais. Voilà, donc en fait on a là des outils malsains qui ont, c'est clair et net, et puis on a l'impression d'être en totale liberté, en fait on est totalement espionné, totalement tronqué dans nos recherches, et puis il faut chercher le vrai du faux, il faut trouver des parades, et ça commence à me gonfler grave, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, William. Franchement, j'avais envie d'appeler pour ça. Tu disais les gens ils restent indifférents. Non, je suis pas indifférent. Je suis complètement limite, je vais devenir parano tellement ça me fait chier ces conneries, parce que les communications, c'est ce qui est le plus important entre nous. Et si on commence à les tronquer, c'est mort, quoi. Je veux dire, même plus on peut échanger, même plus on peut se parler. Et heureusement, vous êtes encore libre pour l'instant. Ça me fait plaisir de pouvoir le dire. Merci à toi. Merci, William. Bonne franchement, des fois, ça fout les boules, quoi. Tu vois, il y a des gens comme la Quadrature du Net qui bougent leur cul là-dessus. Il y a des associations qui bougent pour nous protéger. Tu vois, l'article là, que j'ai lu sur les eurodéputés qui ont voté donc cette fameuse loi qui est en cours de validation, cette fameuse loi qui permet d'avoir vraiment une neutralité du net, c'est-à-dire pas de filtre, rien du tout, pas de cachotterie, etc. Et quand je lis l'article sur le CSA et la reprise du flambeau de l'Adopi par du SSA, c'est un peu paradoxal. Il y a ça aussi. Le paradoxe, il a été aussi, tu sais, je sais pas si tu te souviens, quand ils avaient commencé donc dans cette loi Adopi de cibler tout ce qui était peer-to-peer, alors que c'était ce qui était le plus sain. Et puis juste derrière, ils ont niqué Mega Upload au niveau des États-Unis. Enfin, je sais pas si tu te souviens, beaucoup de gens utilisaient Mega Upload. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais tu pouvais poster des gros trucs. Mais bien sûr que je sais. C'est quoi Mega Upload avec King.com. Non mais tu vois, quand tu poses l'histoire en plus de Mega Upload, ce qui est paradoxal, c'est que derrière, quand ils ont fait sauter Mega Upload, ça a permis à Google de lancer son cloud, parce que quelque part Mega Upload c'était un cloud. Tout à fait. Ouais. Ça a permis de lancer Google Drive, ça a permis déjà Google Drive ça a pris de la place. Je cacherai pas que derrière Google aujourd'hui sur YouTube tu peux trouver des films en entier et gratos. Ouais, parce que déjà tu les avais par épisode. Enfin moi là tu tapes même en HD, tu les as. Je vais pas taper la référence. Enfin moi j'ai arrêté. Moi je pousse pas je pousse pas au piratage. C'est pas bien. C'est pas bien. Faut payer les droits. Il y a des artistes derrière, il y a des intermittents. Il y a du boulot. Il y a du boulot, quoi. Là, je parle pour les films français. Après, c'est clair que même pour les gars qui bossent aux US, il y a de l'investissement, il y a du travail, il y a des gens derrière, il y a du boulot. Tout à fait, il y a des gens qu'il faut qu'ils mangent. C'est comme ça. Ça reste des artistes quand même, quoi. Mais je montre du doigt quand même ce qui se passe sur YouTube, donc Google. Chez Google, tu as des films en entier. Alors qu'ils viennent pas
Tu sais, tu vois, bon après, ok, ils font pas un business là-dessus, ils vendent pas d'abos, mais c'est quand même accessible. Tout à fait, ouais. Non, non, mais bon, bah, voilà, on voit bien ce qui se dessine, mais c'est clair. Et Ça genre, va là, prendre du temps. il y a une news là, que j'ai vu passer cette semaine. C'est Dropbox qui vient de lancer un module qui permet de détecter des fichiers illégaux sur ton compte. Tu t'imagines? C'est-à-dire que c'est ton compte privé. Donc, Mhm. c'est comme si, bah voilà, ton Dropbox, quelque part, c'est ton compte privé. Donc, Dropbox, tu sais ce que c'est, la Dropbox? Non, moi, je sais pas ce que c'est. C'est le principe du cloud d'un nuage, c'est-à-dire que chez eux, je crois que c'est hébergé en Europe, mais pas en France. Ça te permet de stocker des documents à toi, tes musiques, si tu veux, tes Mais tu sais, documents. tiens, si je reviens en arrière par rapport à ce que tu es en train de me dire, parce que moi, le cloud, en fait, j'ai jamais mis, je pourrais stocker sur des clouds à droite à gauche, mais j'ai jamais utilisé parce qu'en fait, c'est comme un peu les adresses mail. Pourquoi j'avais pris une note mail au départ, c'est parce que quand je changeais de fournisseur d'accès, bah, je perdais tout, quoi. Donc j'ai dit, bah merde, si j'ai une note mail, ça, au moins, je conserve une boîte, quelque chose où j'existe, quoi, tu vois. Et en fait, le cloud, c'est un peu ça aussi. On va te faire déposer des trucs qui sont personnels et puis voilà, comme tu dis, on peut aller fouiller dedans comme on veut, faire ce qu'on veut. Donc en fait, il y a plus rien de. C'est comme si en fait tu mettais ton petit carnet secret et puis tu le donnais à la vue de tout le monde. En C'est fait, c'est ça. un peu ça, quoi. Bah, Donc y a des astuces aujourd'hui, hein. J'ai des gens autour qui sont pas forcément administrateurs serveurs ou super, ils sont juste geeks. Tu as des NAS, donc des boîtiers avec des systèmes, un petit système embarqué avec une carte réseau que tu installes chez toi et tu peux, donc c'est un NAS pour toi et ce NAS en fait c'est ton cloud. Il est accessible de l'extérieur. Donc tu as une adresse spéciale et tu peux accéder à partir de ton téléphone portable, tu peux sauvegarder tes données, etc. Et tu le stockes pas chez quelqu'un, tu le stockes chez toi. Bon, après, mm. tu vas me dire, il y a un incendie, etc. Mais c'est super rare un incendie. C'est autant Oui, rare que oui, dans. oui. Puis c'est- même, moi je suis d'avis tu sais, bon, ça coûte quand même, mais moi je suis d'avis d'avoir aussi des disques durs portables. Enfin, tu vois des endroits où tu stockes et tu les mets à droite à gauche, même chez des amis, mais au moins tu as l'essentiel, tu as tes photos, t'as tes commentaires, des fois tu fais une sauvegarde et puis tu la fous chez un copain et puis même si que tu as une clé privée, c'est toi qui peut que les regarder et au moins tu as sauvé l'essentiel de ce que tu voulais garder, mais ça reste à toi, quoi, ça reste pas lisible par Pierre-Paul Mm. Boulan. Mais tu as des solutions comme. Bon, après, ça c'est un peu plus complexe, mais tu as des solutions comme OnCloud, où voilà, tu t'installes ça chez un hébergeur quelconque, mais tu peux faire du chiffrement. C'est-à-dire que tout ce que tu envoies vers ton espace d'hébergement, c'est chiffré. Mhm. C'est-à-dire Ah bah que, même, chiffrement, il y a c'est-à-dire que beau jour dans le jour. ton hébergeur n'a pas la clé. Mhm. C'est toi qui as la clé. Donc si quelqu'un veut aller fouiller ton dossier, etc., il verra que quelque chose de chiffré. Il ne pourra pas Ouais, ouvrir mais le. là où je reste toujours dans le doute, c'est qu'il y a toujours ce problème de porte dérobée dans le matériel, et ça me gêne. Enfin voilà, c'est. Après, je vais devenir parano, tu veux me dire. Non, non, mais faut pas de parano. Après, il y a des choses à faire. Mm. Tu sais, là, j'en parlerai tout à l'heure, hein, l'histoire de Yahoo qui, entre ses data centers, tu sais, en plus, ça, c'est l'hallucination. C'est Yahoo et Google, entre ces data centers, donc entre ces seules machines qui sont peut-être à 500 km ou à 600 km, voire des milliers de kilomètres, le lien réseau entre les deux n'était pas crypté. On te dit ça, mais tu dis, mais attends, mais ils sont cons. Ouais, C'est-à-dire, ouais, pourquoi ils n'ont pas fait ils ont pas crypté leur lien de communication. Je peux comprendre que toi, quand tu vas tirer tes mails, c'est pas forcément crypté, ou quand un mail arrive chez Google, c'est pas forcément crypté, hein. Parce que le mec qui envoie un courrier n'a pas forcément on va dire, cette application installée. Mais quand il te dit ça, tu dis, mais ils sont hallucinés. Pourquoi ils n'ont pas crypté entre eux? Bah, je veux bah dire oui. que pourquoi Yahoo, quand il communique avec son propre matériel, ses propres serveurs, il crypte pas, il chiffre pas. Ça reste vachement fragile quand même, hein. Ouais. Bah ça m'épate, tu vois, je savais pas ça. Mais ouais, ça m'épate, ça reste très 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 fragile. Et la NSA a utilisé cette faille. Bah tu m'étonnes. Ils sont mis sur un route. C'est super simple en plus, hein, pour trouver. Ils sont mis. Bah, à la limite, c'est peut-être fait exprès, hein, pour Non, que ça soit mieux lisible. non, Peut-être c'est qu'ils genre, on entendent n'a pas pas fait sur. exprès, hein. Non, en gros, la NSA, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a vu un point de routage, une seule machine où ils pouvaient se positionner. Ils sont mis sur le switch. C'est un truc super con, hein. Ils sont mis sur le switch. Ils ont juste mis le câble réseau, hein. Bon, peut-être je simplifie, bien sûr. Ils ont mis le câble réseau, ils ont attendu, ils ont capturé les paquets et c'était la fête. Eh, c'était la fête, ouais. Ouais. Bah, j'ai hâte qu'on ait tous les paquets de Snowden, hein. Comme ça, au moins, on saura comment on a été mangé.
Bon, en tout cas, je te remercie. C'était super. Mhm. Enfin, c'est super ce que tu fais, Winam. Merci à toi. Et merci. Voilà. Ciao. Ciao. Et bon après-midi, et profite, il y a du À toi soleil. aussi. Ouais. Ciao. T'inquiète. Et profite à partir de 17h30, hein, parce qu'il n'y a pas de Ouais. canton Olivier. Et bonne sieste. Merci. Ciao. Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2, c'est Cyberculture. Vous l'avez bien compris, on débat sur sur la neutralité de l'Internet, sur le chiffrement de cet ensemble. Mais juste avant, pour se remettre dans le bain, parce que vous étiez chaud pour la grenouille, je vous mets une petite grenouille et on se retrouve après ça. L'histoire de la grenouille chauffée lentement, par Olivier Clerc, écrivain et philosophe. Imaginez une marmite remplie d'eau froide, dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Et puis, le feu est allumé sous la marmite, l'eau chauffe doucement, elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue à nager. La température continue à grimper. L'eau est maintenant chaude. Et c'est un peu plus que n'apprécie la grenouille. Elle se fatigue un peu, mais elle ne s'affole pas pour autant. L'eau est cette fois vraiment chaude, et la grenouille commence à trouver cela désagréable. Mais elle s'est affaiblie, alors elle supporte et ne fait rien. La température continue à monter, et la grenouille finit tout simplement par cuire. La grenouille est morte. Si la même grenouille avait été plongée directement dans l'eau à 50 degrés, elle aurait immédiatement donné le coup de patte adéquat qui l'aurait éjectée de la marmite. Cette expérience montre que lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte. Si nous regardons ce qui se passe dans notre société depuis quelques décennies, nous subissons une lente dérive à laquelle nous nous habituons. Des tas de choses qui nous auraient horrifiés il y a 20, 30 ou 40 ans ont été peu à peu banalisées et nous dérangent mollement à ce jour, ou laissent carrément indifférents la plupart des gens. Au nom du progrès et de la science, les pires atteintes aux libertés individuelles, à la dignité, à l'intégrité de la nature, à la beauté et au bonheur de vivre, s'effectuent lentement et inexorablement avec la complicité constante des victimes, ignorantes ou démunies. Les noirs tableaux annoncés pour l'avenir, au lieu de susciter des réactions et des mesures préventives, ne font que préparer psychologiquement le peuple à accepter des conditions de vie décadentes, voire destructrices. Et le gavage permanent d'informations de la part des médias sature les cerveaux qui n'arrivent plus à faire la part des choses. Lorsque j'ai annoncé ces choses pour la première fois, c'était pour demain. Maintenant, c'est aujourd'hui. Alors si vous n'êtes pas, comme la grenouille, déjà à moitié cuit, donnez le coup de patte salutaire avant qu'il ne soit trop tard. Au fait, ne sommes-nous pas déjà à moitié cuits ? Je vous rappelle donc que cette histoire de la grenouille, chauffée lentement, d'Olivier Clerc, écrivain et philosophe. Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, je vous ai remis, au taquet avec, merci à toi Laurent de nous avoir remis sur l'histoire de la grenouille qui cuit lentement. C'était pour le rapprochement par rapport aux différents filtres qu'on pourrait mettre et blocages en mode 1984 et espionnage, etc. etc. Revenons à ce que je disais tout à l'heure pendant notre conversation avec l'auditeur de tout à l'heure. Donc Yahoo, avec le chiffrement de son trafic entre ces différents centres de données, donc comme promis après le scandale de l'espionnage de la NSA, Yahoo a enclenché le chiffrement du trafic circulant entre ces centres de données. Donc depuis le 31 mars, tout le trafic qui circule entre les data centers de Yahoo est entièrement chiffré. Donc la mise en place d'une telle mesure avait été annoncée en novembre dernier, donc quelques jours après la révélation de l'existence du programme Muscular. Donc selon des documents fuités par Edward Snowden, Muscular a permis à la NSA et avec l'aide de son homologue britannique d'intercepter des communications entre les data centers de Yahoo et de Google dans le longue série d'initiatives visant à retrouver la confiance des internautes. Marissa Mayer, la PDG de Yahoo, avait donc alors promis une réponse d'ici la fin du premier trimestre 2014. En charge de la sécurité informatique chez Yahoo, Alex Stamos dresse un premier bilan de ces actions qui ont été entreprises. Il rappelle par exemple le chiffrement SSL de 1048 bits pour les communications email des utilisateurs et annonce le déploiement dans les prochains mois d'une nouvelle version chiffrée de Yahoo Messenger. Donc fin février, de nouveaux documents fuités ont montré que l'agence britannique de surveillance a collecté les images webcam de plus de 1,8 million d'utilisateurs de Yahoo Messenger.
Donc bon bah voilà, ok, ils font des chiffrements entre eux sur leur OML, etc. Bon après, comme je le disais tout à l'heure, admettons qu'une personne vous envoie un email confidentiel ou pas à partir de son OML, à partir de son logiciel mail Thunderbird par exemple, vive le logiciel libre, elle vous envoie cet email, elle va passer par un serveur de courrier SMTP, ce qu'on appelle aussi le serveur d'envoi de courrier de son fournisseur d'accès à Internet, on va prendre Free ou autre. Si elle n'utilise pas déjà dans un premier temps un SMTP dit SMTPS, donc c'est un SMTP sécurisé, donc un serveur d'envoi de courrier sécurisé, entre elle et le fournisseur d'accès, elle peut déjà se faire regarder, elle peut se faire intercepter son adresse email. Ensuite, entre le fournisseur et Yahoo ou Gmail, si derrière il n'y a pas de lien crypté entre ces deux sites, bah, on peut intercepter sans aucun souci votre email. C'est vrai que c'est l'hallucination, donc quelque part c'est un pas de géant en chaussettes plutôt, comme je dirais, ça fera plaisir à Sensor. Aujourd'hui c'est ta journée. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez réagir, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. On a écouté Greyvoc avec la guitare de Lee Pfeiffer. Je vous rappelle que nous avons notre chat qui est ouvert de 14h à 18h, chat.rim952.fr et accessible aussi à partir de notre site internet www.icietmaintenant.com et retrouvez notre télévision expérimentale Time. Revenons à notre revue de presse. Donc là j'ai un article tiré de l'informaticien.com sur la responsabilité partagée entre les FAI et sites pirates selon la CJUU. Donc rendu hier, donc c'était un article qui date du 28 mars 2014, la décision de la Cour de justice européenne dans l'affaire Kino définit les fournisseurs d'accès à Internet comme des intermédiaires lorsqu'un site distribue du contenu pirate. Donc ce verdict ouvre désormais la possibilité pour les ayants droit d'imposer aux opérateurs d'assumer le coût d'un blocage. Donc 2 ans après avoir été saisi par la justice autrichienne, le CJUU rend enfin son verdict dans l'affaire Kino. Donc ce procès ouvert en Autriche oppose le FAI UPC à 2 sociétés de production, Constantin Film et Vega. Donc les ayants droit réclamaient devant la justice des blocages du site de streaming de téléchargement Kino qui distribuait du contenu piraté leur appartenant. Donc depuis, le site a fermé et le litige s'est déplacé sur un autre terrain. La responsabilité des FAI s'estimant incompétents à trancher ce cas, le juge de la Cour suprême d'Autriche ont alors fait appel au CJUU afin qu'elle délivre une interprétation valable de la directive 2001-29-CE sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Pour l'opérateur UPC, sa responsabilité ne pouvait être engagée du fait que, selon cette directive, il n'entraînerait aucune relation commerciale avec les exploitants du site internet litigieux. Donc le FAI n'est donc pas contraint de bloquer le site internet ou de supporter le coût d'un blocage du site litigieux, donc, puisqu'il ne prend pas part aux activités illicites du site internet en cause, mais le CJUU en a décidé autrement. Donc l'article 8, paragraphe 3 de la directive 2001-29-CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 doit être interprété en ce sens qu'une personne qui met à la disposition du public sur un site internet des objets protégés sans l'accord du titulaire de droit utilise les services du fournisseur d'accès à internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit être considéré comme un intermédiaire. En des termes moins juridiques, c'est vrai que ça fait un peu mal à la tête, les juges européens concluent de cette affaire que le fournisseur d'accès sont partie prenante de la distribution d'œuvres piratées puisque c'est pas leur canal que s'effectue la diffusion entre le site et l'utilisateur. En effet, la Cour considère que le FAI est un acteur obligé de toute transmission sur Internet d'une contrefaçon puisque l'octroi de l'accès au réseau rend possible cette transmission. Il importe peu qu'il soit prouvé ou non que l'opérateur est lié à l'infraction. Donc une injonction laisse à son destinataire le soin de déterminer la mesure concrète à prendre pour atteindre le résultat visé. On comprend ici que c'est au FAI de supporter le coût technique et économique du blocage. Auparavant, il revenait aux ayants droit qui ont requis l'injonction de rembourser les pertes subies par l'opérateur à l'occasion de ce blocage. Donc toutefois, le FAI est libre de choix de mettre en place des mesures qui soient donc les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose. Donc l'opérateur peut cependant s'exonérer de toute responsabilité d'intermédiaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires au blocage d'accès, en prouvant qu'il a pris toutes les mesures raisonnables. C'est qu'il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier. Ainsi, le FAI peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de la TID injonction. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. C'est vrai que quand on se positionne sur le blocage, aujourd'hui, je vois d'autres fournisseurs, dont Orange, qui font, comment expliquer ça de manière un peu plus simple. Aujourd'hui, lorsque vous allez par exemple sur un site de streaming dit illégal, ça se voit direct, le fournisseur d'accès a cette possibilité de voir que vous êtes sur un site illégal. Vous allez pouvoir surfer sans aucun souci sur ce site, mais derrière, lorsque vous allez déclencher, parce que le site de streaming, forcément, c'est pas lui qui stocke les vidéos, il va utiliser des alternatifs à YouTube qui peuvent se trouver, par exemple, en Russie ou dans des pays qui sont pas forcément contraintes à être coupés sur leurs vidéos. Donc l'idée de ce que fait certains fournisseurs, c'est qu'ils arrivent à reconnaître que vous contactez
ces fameux sites internet qui stockent ces fichiers de streaming. Et à un moment donné, lorsque vous allez faire la demande et l'appel de cette vidéo, et ben, va tout simplement couper et interrompre la connexion lorsque vous allez demander le téléchargement et le déclenchement de ce streaming. Donc ça, dans le terme technique, il va réaliser donc un TCP reset. Donc le TCP, je vous rappelle ce que c'est, c'est simplement le moyen de véhiculer les données entre vous et le fournisseur de cette fameuse vidéo. Vous aurez beau à chaque fois appuyer, ça vous dira je ne trouve pas la vidéo, je ne trouve pas les vidéos, je ne trouve pas la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines.
Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture avec William. Je vous rappelle que nous avons un chat.rim952.fr qui est ouvert de 14h à 18h et dès 15h30 on retrouvera Olivier avec l'outline. Préparez vos questions, si vous avez des problèmes informatiques sous Linux, sous Windows, il pourra peut-être vous aider et sur... pourquoi pas Apple, et même si vous avez ressorti votre vieil ordinateur, le ZX80, je ne sais pas s'il va pouvoir faire quelque chose, ou votre Amiga ou votre Atari. Là, juste avant, on a écouté Snatch, bien sûr, je ne vous ferai pas le Brad Pitt, histoire qu'on puisse se comprendre à l'antenne, et bien sûr Continuum, la série, et qui parle bien de cette évolution de notre société dans un contexte, bien sûr, de science-fiction. Très bonne série que je vous conseille, Continuum, C-O-N-T-I-N-U-U-M, à regarder. Il y a même la saison 2 qui a commencé. Il y a tout un délire de puces, de contrôle, de l'état d'esprit des gens pour les contrôler. Ça fait un petit peu 1184 remixé. Intéressant à voir. Donc Continuum, une bonne série. Revenons sur ces articles, sur la revue de presse, et je voudrais vous parler des objets connectés. Merci pour cette photo de geek avec plein de Mac et d'Amiga et de Commodore 64. Excusez-moi, j'ai oublié le Commodore 64. J'ai oublié. Veuillez m'excuser. Donc on va parler de la méga alliance dans l'internet des objets connectés. Donc AT&T, Cisco, General Electric, IBM et Intel ont annoncé de concert leur coopération pour créer des standards sur les objets connectés. Donc la liste est pour l'instant la suivante. Pourquoi j'ai choisi cet article-là, c'est pas forcément pour faire leur pub, mais bon, voilà, quoi, avec les histoires de Snowden et toutes les histoires et les objets connectés. Donc les objets connectés, ça va être les choses qui vont de chez nous. Ça va être le frigo, par exemple, ça va être je prends l'exemple de la lampe, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être même la sonde qui va être dans votre plante pour contrôler votre plante, parce qu'avec ce fameux objet connecté. Donc la liste est pour l'instant, donc comme je vous ai dit, AT&T, Cisco, General Electric, IBM et Intel, mais elle devrait rapidement grandir. Donc la Maison Blanche et d'autres entités gouvernementales américaines ont été priées de rejoindre le groupe, comme par hasard, tout comme d'autres grandes entreprises. Donc le but est de se réunir pour définir le standard IoT, donc Internet of Things, l'Internet des objets en français. Le groupe donc s'est auto-baptisé Industrial Internet Consortium. Ça rebondit avec un Continuum. Donc concrètement, ils souhaitent arriver donc à déterminer comment les machines échangeront entre elles et créeront donc des standards utilisés par l'industrie. En tant qu'industrie, nous sommes arrivés à la conclusion suivante: pour que l'Internet des objets décolle vraiment, nous avons besoin de plus d'interopérabilité et des meilleurs standards, explique donc AT&T. Donc uniquement pour les Américains, on peut voir d'un œil méfiant cette nouvelle alliance qui ne réunit pour l'instant que des géants de l'industrie américaine, même si d'autres entreprises sont appelées à rejoindre le groupe en tout forcement de la présence d'entreprises françaises ou européennes. Toutefois, le directeur exécutif du consortium, Richard Soley, a déjà donc confirmé l'intérêt de Fujitsu, donc Japon, Siemens Allemagne et Huawei Chine. Je vous rappelle, Huawei, je lirai un article là-dessus, qui entre la NSA qui a mis des portes dérobées et inversement. Par ailleurs, il sera donc intéressant de regarder quelle sera donc la réaction de Google, notamment, qui semble faire cavalier seul dans le domaine des objets connectés. Donc le géant du web a d'ailleurs récemment sorti Android Wear, donc une version de son OS dédiée aux Wear devices, donc comme les smartwatches par exemple. Donc Richard Soley expliquait récemment que si le vol 370 de la Malaysia Airlines avait été donc entièrement interopérable avec les systèmes de tracking du monde entier, nous aurions su où il se trouvait en quelques mètres près. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà de cette fameuse alliance, c'est toujours pareil. Quand on voit que c'est le gouvernement américain qui se mixe avec les gros industriels, on va dire mais bon, les objets connectés, c'est bon. Entre les Kinect, la version Kinect 2, il y a Microsoft qui annonce la Kinect 2 de la Xbox One qui va sortir pour le Windows 8. Bon, c'est clair qu'on rentre dans un délire de captation. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez peut-être vu, on a dû en parler, j'ai dû en parler il y a quelques mois d'ici, les capacités de la Kinect, de la nouvelle Kinect. Hormis le micro, hormis la webcam, la Kinect, bon, déjà, elle prend en résolution haute, donc en 1080p, si je dis pas de bêtises.
et avec certains logiciels et certaines distributions et certains logiciels développés par Microsoft sur les kits de développement, eh ben, ça vous permet de reconstruire en 3 dimensions une pièce. Ça veut dire qu'il est capable, avec la caméra, vous allez mettre un objet, une table, etc. Ça va pouvoir, un petit peu comme dans Matrix, ça va plus faire de l'infrarouge, ça va carrément recréer la surface. Ça va créer la table et on va pouvoir, en fonction de ça, se balader dans la pièce et savoir exactement à tel moment. Et un petit peu comme dans la série, Continuum, quand elle est dans le futur. Donc l'un des personnages principaux de cette série, ils sont capables de reconstruire ce qui s'est passé à un moment T grâce aux différents capteurs qui se trouvent sur eux et surtout les caméras, etc., etc. Donc c'est assez hallucinant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, tout simplement 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. On va pas faire de blocage là-dessus, hein, bien sûr. Donc revenons à notre revue de presse. Donc là, ça faisait longtemps que je vous ai pas parlé de Bitcoin. On va un petit peu en parler. Et bien sûr, d'ici un bon quart d'heure, on va retrouver Olivier avec la outline. Donc les Bitcoins, le président de MTGOX se met de se présenter devant les juges aux États-Unis. Donc je vous rappelle que ce que c'est le Bitcoin, vous qui suivez l'émission de semaine en semaine, de mois en mois. Donc c'est une monnaie virtuelle qui n'est pas contrôlée aujourd'hui par les gouvernements et par les banques et qui fait parler d'elle de jour en jour et surtout qui fait un peu paniquer parce que cette monnaie n'est pas pour les banques contrôlable et pas une monnaie dite sûre. Donc l'idée aujourd'hui, comment les gens gagnent des bitcoins, c'est tout simplement en partageant les ressources de leur ordinateur. Donc on appelle ça aussi des mineurs, comme les mines à la mine, hein, bien sûr, qui travaillent et qui fournit des ressources, et à partir de ces ressources-là, ils obtiennent des bitcoins. Donc c'est l'un des moyens, bien sûr, pour gagner des bitcoins aujourd'hui. Donc Marc Karpeles, président donc, de la plateforme MTGOX, et se met de se présenter à mi-avril à Dallas devant un juge pour valider la demande de mise en faillite aux États-Unis et pour répondre à quelques questions sur la disparition de centaines de milliers de bitcoins. Donc si la plateforme MTGOX s'est placée en faillite au Japon, se trouve son siège social. Il a également demandé un emplacement en faillite aux États-Unis sous le régime spécial du Chapter 15 qui protège les ressources situées aux États-Unis d'une entreprise qui n'est pas domiciliée. Donc en face au mystère de la disparition des centaines de milliers de bitcoins qui pose de multiples questions depuis le début de l'année, un juge compte bien profiter de la validation de cette mesure pour poser des questions directes à son président, donc Marc Karpeles. Donc le juge Stacey Giannican a sommé Marc Karpeles de se présenter devant la cour de Dallas pour valider sa requête qui, si elle est acceptée, permettra d'éviter au moins un temps de désagrément d'une plainte de type class action montée par les clients mécontents. Donc si c'est bien Marc Karpeles qu'elle attend en personne, et non un représentant local peut s'expliquer mi-avril sur la requête pour la mise en faillite sous le chapitre 15, car elle compte obtenir aussi des réponses sur l'étrange gestion de la plateforme, dont certains salariés s'inquiétaient dès 2012 d'un fonctionnement étrange où l'argent des clients semblait servir aux dépenses du fonctionnement du groupe. Sur les 850 000 bitcoins disparus initialement, 200 000 ont été retrouvés, mais 650 000 environ sont toujours manquants et des soupçons restent présents sur le rôle du président sur la plateforme et qui est venu comme celui qui détient les informations sur ce qui s'est passé au sein de MTGOX et de son arrêt brutal.
Bon, d'un côté, c'est vrai que bon, on soupçonne tout ça avec les bitcoins, on se dit bon bah pas forcément safe, mais quand même le gouvernement américain, bah, on sent qu'ils ont quand même la main mise là-dessus. Hein. C'est assez, hallucinant à ce propos. Quoi. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ça, tout simplement 08 92 23 95 20 08 92 23 95. Radio ici 95.2 c'est Cyberculture. Il nous reste une petite ligne de droite avant de retrouver Olivier avec la Hotline. Alors revenons à nos moutons sur cette revue de presse aujourd'hui. J'ai encore un petit peu d'articles sous le manteau. Donc là il y a eu un petit buzz qu'ils ont essayé de faire. Donc un site français aujourd'hui qui a vendu donc des Google Glass avant l'heure. Donc pour faire sa publicité, donc un site de e-commerce a proposé un stock limité de lunettes Google Glass. Donc des modèles étaient bien sûr des prototypes qui ne sont pas encore disponibles dans les enseignes traditionnelles. Donc je vous rappelle que les
Google Glass arrive en France, mais pas comme Google le souhaiterait. Donc ces lunettes intelligentes équipées d'une caméra et d'un micro peuvent prendre des photos, enregistrer des vidéos ou encore lire des mails. Donc pour faire parler de lui, donc ce site e-commerce a mis en vente donc mercredi dernier plus d'une dizaine. Donc le stock mis en ligne vient d'être donc dévalisé. Vous pouvez vous y attendre. Hein. Donc c'est tout simplement incroyable. Bon, après, on va pas rentrer dans le détail. Donc les Google Glass étaient donc proposés à un prix exorbitant de 2000 €. Donc aux États-Unis aujourd'hui, c'est vendu à peu près au même prix. Vous pouvez les retrouver sur eBay. Donc c'est le début du commencement à ce propos sur les fameuses Google Glass. Alors, il y a un autre article que je voulais bien partager avec vous, c'est sur le boycott Ukraine-Russie, donc on appelle ça le boycott 2.0, c'est un article qui est tiré de l'informaticien.com, donc c'est un article de Guillaume Parissa. Donc de nombreuses organisations ont appelé au boycott d'événements ou de produits russes en réaction à l'annexion de la Crimée, donc même Hugh Laurie, que je passe ses musiques de temps en temps, donc l'acteur qui joue Dr House. Donc la technologie vient en renfort dans ses actions, puisqu'une application Android permet de détecter les biens manufacturés en Russie. Donc l'application, là c'est marqué en cyrillique, donc je ne sais pas traduire, qui se traduit donc par boycott les occupants, rencontre un franc succès en Ukraine, mis en ligne le 27 mars. Il a été donc téléchargé par plus de 10 000 utilisateurs, dont 5 000 le premier jour, donc ce qui l'a valu d'être classé parmi les applications recommandées sur Google Play. Donc il a été noté 3500 fois, dont un écrasement majoritaire d'avis positifs. Donc la popularité du boycott les occupants en Ukraine notamment s'explique par son principe. Donc ces développeurs prétendent qu'elle peut identifier la provenance des biens manufacturés qui viennent de Russie, d'Ukraine ou d'autres pays. Pour cela, il suffit de scanner le code barre du produit à l'aide de la caméra du smartphone. Donc l'application se charge ensuite d'analyser et de déterminer son pays d'origine. Ensuite, l'application vous indique si vous pouvez acheter le produit ou au contraire le boycotter s'il vient de Russie. Donc ainsi, cette application peut, au dire de ce description sur Google Play, détecter les marques russes qui se cachent sous des noms ukrainiens ou occidentaux. Mais pour l'heure, l'économie, la Russie ne semble pas en souffrir. Donc un député russe cité dans Gazeta.ru déclare non sans ironie, boycotter des petits objets tels que des livres, ce n'est pas grave et pas très efficace. Je recommande plutôt aux créateurs de cette application d'arrêter d'acheter du gaz ou d'autres énergies venant de notre pays. Bon, c'est clair que c'est une forme, c'est vrai qu'avec les outils aujourd'hui, smartphone, ça peut permettre de boycotter, mais c'est clair que quand on voit ceci, c'est plus symbolique qu'autre chose. Hein. C'est même un peu, on va dire, un peu malheureux. Et je voulais rebondir sur quelque chose qui m'a fait halluciner. Donc aujourd'hui, avoir ces serveurs en tant qu'entreprise, c'est pas forcément évident. Soit on fait une location, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a une entreprise qui a une idée géniale, c'est d'opter pour avoir son propre data center personnel. Admettons que vous avez gagné au loto ou que vous avez un petit peu d'argent de poche, oui, on peut ramener le data center. Où ça ? Dans votre jardin, au pied de chez vous. Donc ça s'appelle donc StartDC, c'est le concept d'un mini data center écologique haute densité qui a été donc fait par une société française donc qui installe donc ça près de vos locaux, près de votre maison, pourquoi pas. Il peut conduire jusqu'à 4 baies, donc 4 baies qui correspondent en fait à des placards simplement pour mettre vos serveurs, vos galettes, et vise surtout à équiper les entreprises situées hors de la région parisienne. Donc si vous êtes une PME installée loin des grandes métropoles, vous n'avez pas énormément de choix. Soit vous disposez encore de vos propres infrastructures informatiques dans vos locaux, soit vous faites appel à un prestataire pour l'hébergement, voire l'infogérance, etc. Ceci est très donc schématique, mais une situation bien réelle. Tout de même, c'est ce qu'on constate qu'à partir que l'opérateur professionnel qui est cité ici, comme apporter aux entreprises une troisième donc possibilité, pour avoir son propre data center. Donc la réponse vient de leur StartDC. Il tient sur une place de parking, mesure à peu près entre 5 et 5 fois 2 mètres et contient tous les nécessaires pour un fonctionnement en toute sécurité. Donc c'est le principe de ce mini data center dont le concept est breveté par cette société. Donc une entreprise qui peut donc installer son matériel dans ces fameux 4 baies sécurisées avec des serrures à code. Donc on peut à peu près placer 168 serveurs aux densités, etc. etc. Donc
Quand on voit ça, c'est assez intéressant. C'est un conteneur, qu'on va placer chez vous, et derrière ils vont vous tirer le câble réseau ou la fibre. Donc cet article, c'est un article que vous pouvez retrouver sur le site l'informaticien.com. Donc là, on va arriver sur la fin de l'émission d'ici quelques minutes, et je voudrais vous parler de quelque chose d'insolite. C'est un gamin de 5 ans, tout simplement, qui a découvert une faille de sécurité sur la Xbox pour accéder aux jeux sur lesquels il a pas forcément le droit, parce qu'il y a un mot de passe derrière. Donc c'est un jeune chasseur de bugs de Microsoft qui a 5 ans aujourd'hui. Donc le jeune garçon a découvert par hasard une faille de sécurité dans le système de la Xbox One en cherchant à accéder à la bibliothèque de jeux de son papa. Donc tout simplement, Christophe Heure s'appelle-t-il, est devenu sans le vouloir le plus jeune chasseur de bugs à avoir contribué à corriger une faille dans l'un de ses logiciels de Microsoft. Donc cet enfant de 5 ans qui réside avec ses parents à San Diego en Californie est déjà un mordu de jeux vidéo. Seulement son père, pour lui éviter de jouer à des jeux qui ne sont pas forcément de son âge, a pris le soin de verrouiller son compte de sa Xbox, de sorte que ce dernier lui demande toujours son mot de passe. Donc le jeune a pourtant tenté sa chance. Sans grande surprise, il a rentré un mauvais passe, mais en appuyant plusieurs fois sur la touche espace du clavier virtuel, l'enfant a malgré tout parvenu à accéder au compte de son père, découvrant au passage une importante faille de sécurité. Bon, c'est hallucinant que les gars de Microsoft, ils n'ont pas testé. Qu'est-ce qui t'arrive là? Mais le clavier écrit n'importe quoi. Le clavier écrit n'importe quoi. Non mais le clavier tout à l'heure, excusez-moi de cette parenthèse, mais on est comme ça, avec Olivier. Ouais. Tout à l'heure, moi j'étais sur le clavier, je tape. Et il écrit n'importe quoi. Non, c'est qu'il m'a coupé ma musique, donc j'étais comme ça, je fais. Regarde. Là j'écris Ouais. MOI et il m'écrit plus 65. C'est parce que j'ai fait verrouille. Ah, d'accord. Il faut apprendre. Excusez-nous. Voilà. C'était la pause avant de lâcher le micro. Là, Olivier, il a besoin d'aide, c'est pour ça qu'il présente la outline. Exactement, je compte sur vous d'ailleurs, d'ici quelques minutes au 08 92 23 95 20 pour m'aider. Il est chaud. Ouais, et après il va être seul parce que moi j'ai un train à prendre. Là, je suis méchant. Tu m'as pris la souris. Donc... Vas-y, fais ton truc, vas-y. Merci, c'est sympa. Non mais là je suis sur la fin, donc tout va bien là-dessus. Alors c'était le dernier truc qui était assez marrant, c'était le nouveau sponsor du PSG. Je suis pas trop foot, mais le nouveau sponsor, juste pour le sourire, le nouveau sponsor du PSG c'est Huawei, et Huawei, je vous rappelle, c'est un sponsor chinois, je vous rappelle qu'ils sont quand même mis pour cible sur les histoires de la NSA et sur les portes dérobées. J'espère qu'il n'y aura pas de portes dérobées pendant les match de foot, chers supporters, vous avez peut-être pas trop apprécié cela. Merci d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Merci à vous, Lee Pfeiffer qui s'est connecté tout à l'heure, vous avez écouté sa guitare avec la musique de Greyvox. Merci à toi, merci à vous, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de cyberculture, et peut-être avec Christophe Villeneuve s'il est chaud. On va dire qu'il est chaud ou pas. Bon allez, merci à vous, ciao, et passez un bon week-end, et sortez après 17h30 et profitez de ce magnifique temps. Allez, ciao, et le chat est ouvert jusqu'à 18h. Allez, ciao.